Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme tous les jours par Perrine Suquet et Charlotte Méritant. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée aux promesses et aux limites d'un certain nombre de techniques en matière de génétique, des techniques qui notamment dans le cadre de la police scientifique permet des avancées considérables qui étaient impossibles il y a quelques années puisque de plus en plus d'affaires d'ailleurs anciennes, non élucidées, finissent par l'être donc élucidées 10, 15, 20 ans, voire plus d'ailleurs, après les faits. Alors nous allons parler de tout cela avec mes invités que je vous présente dans un instant, mais d'abord à cause d'une histoire particulière qu'on va évoquer tout de suite. C'était le 30 décembre dernier, on apprenait qu'un homme de 40 ans, que la presse à la fin des années 90 avait surnommé le violeur à la mobilette, et bien que cet homme venait d'être mis en examen après 20 ans d'enquête, alors qu'un non-lieu avait été prononcé dans ce dossier, faute de témoignages, faute de possibilité, on vous expliquera pourquoi, de faire un portrait robot. 20 ans après, ce dossier avait donc bénéficié d'un non-lieu en 2005, et c'est le 30 décembre dernier, effectivement, que l'affaire est repartie. Alors, un mot d'abord, un document RTL qui date d'ailleurs de ce jour-là, du 30 décembre dernier. Écoutez les explications que donnait sur notre antenne Maxime Wolf. C'est la police judiciaire de Lille qui l'a interpellé lundi à Roubaix et qui l'a remis dans la foulée à ses homologues de Versailles en charge de l'enquête. Une enquête qui ne date pas d'aujourd'hui puisque l'homme est recherché pour une trentaine de viols ou tentatives de viols sur des femmes qui ont eu lieu dans la forêt de Sénart dans l'Essonne entre 1995 et 2001. À cette époque, l'agresseur, casqué, faisait semblant de réparer sa mobilette avant d'attaquer des joggeuses ou promeneuses passant à sa hauteur. 20 ans plus tard, les enquêteurs sont remontés jusqu'à un suspect en comparant l'ADN prélevé sur les victimes avec ceux du fichier national. Ils ont mis en évidence des profils de membres de sa famille très ressemblants avant de l'identifier et le localiser en octobre dernier à Corbeil-Essonnes, mais il était parti à l'étranger. C'est à son retour de passage à Roubaix qu'il a été interpellé lundi dernier. Voilà, c'est ça qui nous a donné en fait l'envie de faire cette émission aujourd'hui pour parler au-delà de cette affaire du violeur à la mobilette, d'autres affaires, en fait d'une autre affaire qui a été résolue avec la même technique il y a quelques années. Mes invités, le chef d'escadron Emmanuel Pham-Wai, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le chef du département biologie de l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. On a l'habitude de dire vous êtes les experts de la gendarmerie. Travaillez un peu plus lentement que ceux de la télé, mais on vous pardonne. Et puis près de vous, Florian Loisy, mon confrère du Parisien. Bonjour. Bonjour. Parce que vous avez suivi cette affaire. On revient à vous dans un tout petit instant pour dire comment s'est passé ce rebondissement considérable dans cette affaire du violeur à la mobilette. Mais juste un mot d'abord, Emmanuel Pham-Wai. C'est vous qui, le premier en France en 2012, je crois, ou un petit peu quelques mois auparavant, avait introduit cette méthode dont vous aviez connaissance et qui était pratiquée, qui avait été mise au point par le FBI aux États-Unis. Oui, alors en définitive, c'est une méthode qui était utilisée dans son historique au départ en Angleterre et ensuite qui a été employée aux États-Unis. Et en définitive, les enquêteurs se sont toujours retrouvés confrontés au même problème, c'est-à-dire que sur des crimes d'une gravité extrême, ils se retrouvaient avec un profil génétique qui ne correspondait en rien dans leur base de données. Oui. Et donc ils sont partis de l'hypothèse que si l'auteur n'était pas enregistré, peut-être qu'un parent biologique l'était. Et alors donc ça a démarré d'abord, comme je vous le disais, en Angleterre, ensuite aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez eu, je dirais, une affaire d'ampleur, celle du Grim Sleeper, qui en fait était un tueur, un violeur en série, qui a été identifié grâce à cette technique, je dirais de mémoire une quinzaine d'années après. Et alors vous le saviez d'autant mieux que vous avez fait un long passage, je crois, à Quantico. Comment peut-on définir Quantico par rapport au FBI? C'est le centre de formation du FBI? Oui, alors en fait,
fait, bon, même si le passage a été postérieur, c'est vrai que je me suis inspiré de ce qu'ils faisaient parce que c'était très, voilà, ils sont assez avant-gardistes là-dessus. Et en définitive, oui, Quantico, c'est vraiment le centre de formation des agents du FBI. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'être formé là-bas pendant 3 mois et ensuite, justement, de travailler avec le FBI pendant 6 mois en Afghanistan avec eux. Mais c'était hors cadre criminalistique. Néanmoins, comme il y avait une petite partie police scientifique, ça m'a permis d'avoir une vision globale de ce qu'ils pratiquaient. Et alors, il faut ajouter que pour que ceux qui nous écoutent comprennent que vous êtes vraiment l'homme de la situation pour nous aujourd'hui, c'est que vous avez une double casquette. Vous êtes un scientifique, vous dirigez ce laboratoire de biologie, vous connaissez toutes ces méthodes et certainement d'autres qui sont peut-être actuellement l'objet de recherche. On en parlera ensemble. Mais en même temps, vous avez été longtemps enquêteur dans le cadre de la section de recherche d'Amiens, notamment l'affaire Élodie Kulik, dont on parlera beaucoup plus longuement tout à l'heure. Donc vous avez 2 casquettes, celle de l'enquêteur et celle du scientifique. Voilà, et en fait ça tient un petit peu au système gendarmerie. En tant qu'officier, nous alternons les postes en unité opérationnelle et en administration centrale, de façon à avoir une vision globale des choses. Et en fait, bon, moi étant scientifique, j'ai donc alterné entre le laboratoire et le terrain. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu cette idée un petit peu du trait d'union entre les capacités que je connaissais au laboratoire, mais dont je voulais bénéficier en tant qu'utilisateur final. Et c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu à cette idée d'introduire cette recherche en parentèle, tout simplement. Alors, on va profiter de votre science pendant toute l'émission. D'ailleurs, si parmi ceux qui écoutent l'heure du crime aujourd'hui, vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages sur ces nouvelles avancées de la police scientifique, 3210 ou rtl.fr pour nous joindre. Une pause tout de suite et ensuite avec Florian Loisy, nous allons revenir beaucoup plus longuement, bien sûr, sur cette affaire qui nous a donné le point de départ de cette émission, l'arrestation, l'interpellation, puis la mise en examen d'un homme soupçonné d'être un violeur en série, 33 ou 34 viols ou agressions sexuelles entre 1995 et 2000. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et en compagnie aujourd'hui d'Emmanuel Pham White, donc chef du département biologie de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qu'on retrouvera tout à l'heure. Florian Loisy, donc qui a suivi pour le Parisien l'affaire dont on va parler maintenant du violeur à la mobilette. Et j'en profite aussi pour dire que nous aurons en ligne tout à l'heure maître Hervé Denis, avocat au barreau de Paris, et qui est l'avocat de cet homme qui vient donc d'être mis en examen à la suite de l'utilisation de cette technique particulière concernant les empreintes génétiques. Et en fin d'émission, nous aurons le témoignage de Jackie Kulik, le père d'Élodie Kulik, un homme qui a pendant plus de 10 ans souhaité tous les matins qu'on découvre enfin qui avait pu assassiner sa fille et qui continue à entretenir sa mémoire chaque année à cette date qui est en quelque sorte une date anniversaire. Alors, Florian Loisy, vous, comment vous apprenez cette histoire? C'est une dépêche d'agence? Alors en fait, on est au courant dès le lundi. Il y a eu effectivement une dépêche AFP qui nous a dit tout de suite que le violeur présumé en série de la forêt de Sénart, donc à cheval entre l'Essonne et la Seine-et-Marne, en banlieue parisienne, venait d'être arrêté. On a su rapidement que c'était justement grâce à cette nouvelle technique de la recherche ADN en parentèle. Donc le violeur n'avait jamais été fiché. En revanche, on a réussi à retrouver donc un ADN qui correspondait dans sa famille, celui de son frère. Oui. Et c'est grâce à ça qu'on est remonté sur lui, donc en 2015, sur des viols qu'il avait commis entre 95 et 2000. Et 2000. Alors, on peut revenir d'ailleurs sur ce qui s'était passé à l'époque, qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure. Pourquoi violeur à la mobilette? Parce qu'il se déplaçait toujours en mobilette. Alors en fait, faut comprendre que cette forêt de Sénart, ce sont de grandes allées. Très ouvertes, mais interdites à la circulation. Beaucoup de gens y vont justement pour faire leur promenade ou leur jogging. Et dans ces années-là, une personne circulait dans ces allées interdites à la circulation à mobilette. D'accord. Il repérait généralement pour voir s'il n'y avait pas d'autres promeneurs alentour. Et si une femme était seule, en train de courir ou de se promener, il la dépassait
avec sa mobilette. Il simulait une panne sur sa mobilette et au moment où la victime, arrivait à sa hauteur, il l'a frappé violemment, plusieurs coups de poing au visage et l'emmenait ensuite dans les buissons pour commettre ses agressions ou ses viols. Voilà. Et donc, évidemment, 34 viols ou agressions sexuelles, ou 33, je ne sais plus le nombre exact, mais enfin, c'est considérable. Et il y a eu, à l'époque, beaucoup d'autres témoignages de femmes, mais qui n'étaient pas seules et qui ont pu dire, mais oui, on a vu cet homme-là, mais notamment une femme, je sais pas si vous la citez dans un de vos articles, hein, je crois, qui partait toujours dans la forêt, mais avec une amie, par mesure de sécurité, justement. Tout à fait. Et elle nous a raconté, tout comme une autre personne qu'on a interrogée, qu'elle le croisait très souvent. Elle a eu la chance effectivement d'être toujours accompagnée lorsqu'elle était dans cette forêt, mais elle l'a vu des dizaines de fois. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il était difficile d'établir un portrait robot puisque même lorsqu'il agressait ses victimes, il gardait son casque. Donc, à part le regard, une partie du visage, les femmes pouvaient difficilement établir un portrait robot de cet homme. Voilà, mais en revanche, les enquêteurs avaient pu prélever sur au moins 14 scènes d'agression, je crois, des éléments très concrets, du sperme en fait. Du sperme et sa montre. Et un ADN sur sa montre, une montre qu'il avait perdue dans... Une montre qu'il avait perdue lorsqu'une femme s'était débattue, justement. Voilà. Et ensuite, donc, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on met cette empreinte génétique dans le FNAEG, le fichier national des empreintes automatisé des empreintes génétiques, et puis ça ne matche pas, en fait. Aucune identité ressort. Ouais. Alors, là, on va donner la parole aux scientifiques quelques instants pour qu'on comprenne bien quelle méthode on utilise. On a un ADN, on l'a mis dans ce fichier où sont en général répertoriés au départ toutes les personnes qui ont été fichées pour des agressions sexuelles, mais maintenant ce fichier comprend des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'empreintes génétiques, pas forcément d'agresseurs sexuels, hein, d'ailleurs. Voilà, mais en définitive, le fichier au départ s'adressait principalement aux délinquants sexuels, puis ensuite, avec les différentes lois, il a été élargi et désormais il s'adresse, je dirais, à la grande majorité des infractions, dont les homicides, comme vous pouvez comprendre. Ce qui fait que par le passé, d'ailleurs, il y a des gens qui, 10, 15, 20 ans après un meurtre, ont été dans une rixe, dans un bar ou sur une route. On leur a prélevé leur ADN et 10, 15, 20 ans après, ça match parce que on avait conservé évidemment les traces génétiques qu'on avait prélevées à l'époque du crime, quoi. Voilà, déjà. Exactement. Ensuite, pour en revenir sur, la recherche en elle-même, comme vous le savez, chaque individu hérite de 50% du patrimoine de son père et 50% du patrimoine génétique de sa mère. Oui. Et en définitive, que fait-on à partir d'une trace retrouvée sur une scène de crime? Eh bien, on va chercher, si on ne retrouve pas justement 50% du profil génétique de la trace issue de cette scène de crime, avec les individus qui sont répertoriés dans le fichier. Ça veut dire que dans une famille, les frères et sœurs ont une partie de leur génome. J'emploie les mots un peu comme je vais pas employer les mots exacts évidemment, mais une partie de notre code génétique, pour parler comme ça, ou de notre empreinte génétique, comporte des informations génétiques de la mère. Nous, les frères et sœurs partagent cela avec leur mère. Alors voilà, là on rentre un peu plus dans le détail, mais oui, il y a une possibilité qu'ils partagent justement ces mêmes informations. Alors en lignée ascendant, descendant, ils partagent en effet 50% de ces informations génétiques. Au sein d'une même fratrie, c'est-à-dire frère-sœur, c'est légèrement différent. Néanmoins, je dirais avec les lois de la génétique, on est en mesure quand même d'établir certaines probabilités. Et là, en définitive, la recherche en parentèle, c'est juste essayer de retrouver des caractéristiques communes et en nombre suffisant pour dire que nous sommes sur des parents biologiques. Voilà. De la même façon qu'avec des empreintes digitales, on dit que s'il y a 10, 12, 15, 20 points de comparaison, on se dit que l'empreinte appartient bien à quelqu'un. C'est un peu de cet ordre-là. Voilà, sans rentrer dans les détails, dans des considérations trop techniques, on est sur le même principe. D'accord. Voilà. En gros, je dirais, c'est un petit peu comme si vous aviez deux maisons jumelles qui ont été construites. Vous allez distinguer, elles vont avoir la même forme, et certaines portes vont être de la même couleur, d'autres non. Vous allez avoir quelques petites différences. En fait, c'est là où on va rechercher dans les détails ce qui peut être commun. Alors, si vous avez des questions, Florian Loisy, profitez de la présence du spécialiste. Mais moi, j'ai encore une question. Est-ce que ce sont uniquement les personnes d'une même famille qui possèdent cet ADN particulier? Voilà, alors en fait, il faut vraiment que ce soit des personnes apparentées biologiquement.
C'est-à-dire que si au niveau de l'état civil, j'allais dire, c'est un père d'adoption, bien entendu, vous ne retrouverez ça ne marchera pas. Voilà. Et encore faut-il évidemment que dans cette famille étendue, un des membres ait eu maille à partir avec la justice et que son ADN ait été introduit dans le fichier. Exactement. Et c'est là où repose toute la difficulté de cette recherche, c'est qu'en fait, vous faites un pari sur le fait qu'un des membres de la famille a eu justement affaire à la justice. Ouais. Et en tant qu'enquêteur, vous, puisque je disais tout à l'heure, vous avez été longtemps enquêteur dans section de recherche, c'est quelque chose qu'en tant qu'enquêteur, vous souhaitiez, comme vous y aviez pensé à l'époque? Oui, en fait, j'avais pensé, comme je vous le disais, parce que j'avais fait quelques petites recherches bibliographiques au niveau de ce qui faisait à l'étranger, ce qui se faisait, à l'étranger. Ouais. J'avais vu que c'était possible. Et en fait, moi, en tant qu'utilisateur final, j'étais dans la même configuration que l'affaire qu'a décrite votre confrère. C'est-à-dire que j'ai un profil génétique, il ne correspond à rien, et ma problématique, c'est de réussir à en extraire une information exploitable qui me permette d'aller plus loin. Et c'est à ce moment-là que je vois, je dirais, cette opportunité justement de, entre guillemets, de tenter de contourner cette difficulté avec la recherche en parentèle. Et à ma grande surprise, à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis retrouvé à être le premier. Mais c'était ainsi. Et puis voilà. Le premier, donc, avec l'affaire Élodie Kulik, dont nous parlerons tout à l'heure, cette jeune banquière qui avait été agressée au volant de sa voiture une nuit de janvier en 2002. Voilà, et d'ailleurs, le 10 janvier prochain, ça correspondra justement à 14 ans. On sera à 14 ans après la date de commission de fait. Voilà, et on en reparlera tout à l'heure parce que dans cette enquête-là, et tout le monde ne s'en souvient peut-être pas, on a utilisé cette méthode, on a pu aboutir à au moins l'un des agresseurs dont l'empreinte génétique avait été prélevée sur la scène de meurtre ou de viol, et malheureusement cette personne était décédée. Mais on est sûr qu'on ne s'est pas trompé puisque le corps a été exhumé et l'ADN de la personne a été comparé avec les éléments que vous aviez et ça a, comme vous dites, matché. Voilà. Alors, on va faire une pause tout de suite. On se retrouve ensuite avec Florian Loisy pour continuer à parler de l'affaire du violeur à la mobilette. Et nous aurons en ligne également Maître Hervé Denis, donc avocat au barreau de Paris, qui est l'avocat de cet homme qui vient d'être mis en examen pour ses multiples viols. L'heure du crime. Sur RTL. Une émission consacrée aujourd'hui aux promesses et aux limites d'un certain nombre d'avancées dans les recherches en génétique et notamment l'utilisation de ces recherches en matière de police scientifique. On a parlé sinon des promesses, tout au moins de la réalité de ces recherches et de ce qu'elles permettent de faire pour résoudre des affaires criminelles non délucidées. Il faudra que nous parlions tout à l'heure avec mes invités, notamment avec le chef d'escadron Emmanuel Famoy, donc qui est chef du département biologie de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Il faudra qu'on parle aussi des limites, des questions qu'on se pose, des questions aussi d'éthique, parce que je reviens à vous, Florian Loisy, dans l'histoire de on va l'appeler rapidement comme ça, puisque le violeur à la mobilette, ça n'a pas été un coup de baguette magique, ça n'est pas, les enquêteurs ne peuvent pas décider de lancer ce genre de recherche en ADN de parentèle comme ça, sans autorisation particulière. Hein. Non, d'autant plus que on se retrouve donc dans un dossier qui donne un non-lieu donc en 2005. Et finalement, c'est la persévérance à la fois des enquêteurs, à la fois du parquet d'Evry et à la fois du juge d'instruction qui finalement décide de rouvrir ce dossier avec la seule chose qu'ils ont, c'est-à-dire l'ADN. Donc en 2009, avec les nouveaux accords qui ont été passés avec d'autres pays étrangers, ils ont de nouveau réanalysé cet ADN. Parce qu'ils avaient accès à d'autres fichiers aux fichiers hors de France. Donc, éventuellement, quelqu'un, si ce violeur avait sévi dans d'autres pays ensuite, et qu'il avait été arrêté dans ces endroits-là, on aurait pu remonter sur lui. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, en 2009, il y a eu à nouveau cette recherche de fait, pour rien. Et en 2014,
avec justement les progrès à nouveau de la génétique et donc cette recherche en parentèle, à nouveau le juge d'instruction, à nouveau les enquêteurs, à nouveau le procureur ont décidé de retenter à nouveau. D'accord. On ouvre une nouvelle information judiciaire pour voir si ça peut donner quelque chose. Et on espère que de cet ADN qui pour le moment est inconnu sortira quelque chose. Et c'est évidemment un fait nouveau qui permet de relancer l'affaire, puisque lorsqu'un non-lieu est prononcé dans une affaire criminelle, il y a une période de 10 ans qui court après, où l'affaire peut repartir si on trouve un élément nouveau. Voilà. Tout à fait. Alors, il fallait dire tout cela avant de parler. Je voudrais qu'on parle avec Maître Hervé Denis. Vous êtes là, Maître ? Je vous remercie. Oui, bonjour, Maître. Bonjour. Maître. Oui, je voulais vous poser un certain nombre de questions, bien sûr, sur votre client et notamment sur sa personnalité, parce que la personnalité de cet homme ne correspond pas, on peut le dire, a priori, au profil d'un violeur en série. C'est tout à fait exact. Son profil ne correspond absolument pas, effectivement, aux actes qui lui sont reprochés. C'est clair. Mais tout à fait net. Mais il y a donc cette recherche qui, en fait, a abouti à lui, et son ADN a été comparé avec les prélèvements judiciaires et confirme qu'il s'agit bien, en tout cas, de son ADN. Oui, alors là, c'est un petit peu compliqué. D'abord, premièrement, il n'y a pas eu de comparaison avec les 14 traces ADN relevées, mais avec une seule déjà, pour commencer. Par extension, on lui a attribué les 14, disons les 13 autres correspondances. Donc pour l'instant, il y a, j'imagine, d'autres analyses qui sont en cours. Oui. Donc on est vraiment au début, et on ne peut pas affirmer que l'ADN déjà lui attribue les 35 faits pour lesquels il a été mis en examen, déjà pour commencer. Mais indépendamment même de ça, et j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez, la remarque que vous faisiez, qui était très intéressante, se pose la question de la légalité des recherches qui ont amené cette comparaison en parentèle. C'est-à-dire c'est la question, de mon point de vue, qui est principale, majeure. Mais alors, quel est l'argument que vous pourriez développer à ce sujet ? C'est extrêmement simple. Le fichier ADN, c'est certainement le fichier le plus sensible qu'on puisse trouver dans notre pays. Je veux dire, dans tous les pays développés qui utilisent un fichier génétique, c'est quand même le fichier génétique, c'est ce qu'il y a de plus sensible et de plus surveillé, tout autant par le Conseil constitutionnel que par le législateur, que par la CNIL, que par un certain nombre de gens qui donnent des avis, qui rendent des décisions à ce sujet. Or, il se trouve que cette recherche de parentèle, qui constitue une nouvelle technique d'exploitation du fichier, n'est absolument pas prévue par les textes. Et cette recherche n'a été permise, en tout cas, semble avoir été autorisée par le biais d'un protocole d'accord tout à fait confidentiel, signé entre la Direction générale des affaires criminelles et des grâces et des directions des services de police et de gendarmerie. Et manifestement, d'ailleurs, c'est assez drôle que la chancellerie indique aujourd'hui qu'elle réfléchit à encadrer cette procédure, ce qui veut dire qu'elle ne l'était pas avant, et que effectivement, moi je suis admiratif devant les succès de la science. Par ailleurs, je suis extrêmement respectueux des victimes, et j'imagine qu'effectivement les victimes attendent non seulement de la loi, mais également des progrès scientifiques, des réponses à leurs questionnements. Il n'en reste pas moins que le fichier en lui-même est un fichier particulièrement sensible, j'allais dire dont l'utilisation est peut-être particulièrement dangereuse, et qu'il doit être strictement encadré. Or, cette nouvelle technique, qui d'ailleurs au demeurant, de mon point de vue, et sur un plan purement juridique, a autorisé la réouverture d'informations sur charge nouvelle, alors qu'il ne s'agit manifestement pas d'une charge nouvelle, mais ça c'est secondaire. Manifestement, cette technique n'a pas été avalisée ni par le législateur, ni par le biais d'un décret. Donc, conclusion, moi je l'estime tout à fait irrégulière. Oui, irrégulière, mais en même temps, elle peut pas être, génératrice d'erreurs judiciaires, dans la mesure où, à la fin du compte, on compare bien l'ADN complet d'une personne qui du coup est suspectée avec des prélèvements qui ont été prélevés sur une scène d'agression. Sur ce plan-là, moi je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas du moi tout non plus, un généticien, voilà. Nous sommes on va demander son avis à notre généticien s'il peut. Voilà, absolument. Nous sommes de ce point de vue-là des profanes, mais même, à combien même, effectivement, la marge d'erreur serait réduite à rien.
La question que pose ce dossier, et malheureusement c'est la question que posent tous les dossiers qui sont emblématiques et un peu sensibles. Comprenez bien qu'aujourd'hui, on ne comprendrait pas que quelqu'un qui est soupçonné fortement, je dis bien soupçonné fortement, parce que contrairement à ce qu'a indiqué le procureur de la République dans sa conférence de presse, où il s'est répandu devant les médias en indiquant « nous avons arrêté le coupable », ce qui est quand même un comble pour le ministère public, il aurait tout de même pu au moins dire « présumé coupable », c'est tout ce que je lui demandais, pas grand-chose. On va l'entendre, si vous voulez bien, tout à l'heure. On va l'entendre dans quelques instants, parce que... Mais ceci posé, donc, c'est donc forcément à la faveur de ce type de dossier, des dossiers qui sont à la limite, j'allais dire, difficilement défendables. Les gens ne comprendraient pas qu'on puisse pas mettre, comment dirais-je, un nom sur quelqu'un qui a commis 35 agressions sexuelles. On peut le comprendre, mais c'est justement l'occasion de ces affaires où moralement on estime que c'est normal, que se posent les problèmes juridiques. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Maintenant, je rappelle quand même, et votre intervenant l'a dit tout à l'heure, que la recherche de parentèle qui vient des États-Unis, qui s'appelle là-bas Familial Search, je crois, est utilisée depuis très longtemps, que la chancellerie en a connaissance depuis 2011 ou 2012, et j'observe que la chancellerie n'a pas bougé une oreille entre 2012 et 2015 pour soumettre au législateur, ce qui me paraît très légitime, ce nouveau mode, voire amender, voire augmenter les textes en la matière. Ils ne l'ont pas fait. Alors, on vous suit bien là, mais comme j'ai pas de magistrat présent dans le studio, je peux difficilement leur poser la question, mais c'est bien de lancer en tout cas cette question qui doit être l'objet effectivement, sinon de débat, tout au moins de décision certainement judiciaire. Vous restez en ligne, maître. On fait une pause et puis dans quelques instants, on va entendre le procureur puisque vous faisiez allusion à la conférence de presse de monsieur Éric Lallemand. Cette conférence de presse, Elisabeth Fleury y a assisté pour RTL. Donc on va entendre ce qu'il disait de ce qui avait amené les enquêteurs sur la piste de cet homme. Et puis on demandera ensuite à Emmanuel Waj une ou deux réflexions par rapport à l'affaire Kulik, qui connaît bien évidemment les questions qui se sont posées à l'époque. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. On revient donc à notre affaire du violeur à la mobilette et à la méthode employée, donc cette recherche par parentèle qui a permis d'identifier un certain nombre, 29 personnes, je crois, 29 membres d'une famille ou de plusieurs familles, avant d'arriver à cet homme qui a été effectivement mis en examen et que défend maître Hervé Denis au cours de cette instruction qui vient de démarrer, puisque l'homme a été mis en examen le 30 décembre dernier. Alors on écoute d'abord les propos du procureur de la République d'Évry, Éric Lallemand, enregistrés notamment par Elisabeth Fleury qui assistait à cette conférence pour RTL. Cette recherche en parentèle, elle est réservée aux traces ADN que les enquêteurs ont pu relever, mais qui ne parlent pas, faute de figurer au fichier des empreintes génétiques, le fameux FNAEG, créé en 2003. C'est le cas dans cette affaire. 35 viols et agressions sexuelles, 14 traces ADN, et toutes conduisent à un seul suspect, mais il est inconnu du FNAEG. Pour tenter de mettre un nom dessus, les enquêteurs se sont intéressés au profil génétique pouvant correspondre à un proche de ce suspect, un travail de fourmi que décrit Éric Lallemand, le procureur d'Évry. La logique de l'enquête revenait à rechercher pour chacun de ces 29 hommes dans leur environnement familial, père, enfant ou frère, un individu dont le profil serait identique à la trace inconnue. Il s'est immédiatement avéré qu'un seul de ces 29 individus était originaire de l'Essonne et que l'un de ses frères pouvait correspondre au profil recherché. L'homme âgé de 40 ans a été interpellé à Roubaix lundi. Il revenait d'un voyage en Algérie. En garde à vue, il n'a pas nié les faits, mais affirme ne pas s'en souvenir à cause de sa consommation de drogue. Il devrait être mis en examen et incarcéré dans la soirée. Alors avant de retrouver maître Hervé Denis, Emmanuel Waj, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qui a été dit par l'avocate il y a un instant?
Alors en définitive, je me prononcerai pas sur l'affaire qui est en cours à laquelle j'ai pas participé. Par contre, je reviendrai un petit peu sur la réflexion que j'ai eue au moment, de mettre en œuvre cette recherche en parentèle pour l'affaire Kulik. En fait, ce qui m'intéressait aussi, vu que j'étais enquêteur, c'était d'avoir un fondement légal. Donc j'ai été rechercher un avis contradictoire auprès d'un scientifique aux États-Unis qui fait partie de l'Innocence Project, qui consiste à innocenter des condamnés à tort par l'ADN. Et je me suis donc rapproché du professeur Gargan-Piquian pour avoir ce point de vue contradictoire. Alors en définitive, je comprends très bien les propos de maître. De maître Denis. Voilà, merci. Où il voit l'ADN comme un élément à charge. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était également de le voir comme un élément à décharge. Et donc, la recherche en parentèle, en définitive, c'est quoi? Ça vous donne une indication que l'enquêteur doit ensuite vérifier. Donc, vous faites appel à la réflexion de ce dernier. Et vous vérifiez cette information avec une analyse complémentaire, ce que vous disiez à juste titre, c'est-à-dire vous comparez le profil génétique de votre suspect avec celui de votre trace, et puis surtout, que le résultat soit positif ou négatif, et bien à ce moment-là, il faut lui donner la valeur d'un élément à charge ou à décharge. Mais en aucun cas, la recherche en parenthèse, n'est l'indication ferme et définitive qui dit voilà, c'est un parent biologique, donc votre coupable est là. Non, ça nécessite des vérifications, et surtout bien garder en tête que cette indication peut être également un élément à décharge, tout simplement. Encore un mot, à l'époque de l'affaire Kulik, quand vous avez utilisé cette méthode pour qui a été fructueuse, puisque on a retrouvé l'un des agresseurs qui était décédé, mais quand on a exhumé son corps, comme je disais tout à l'heure, on a compris qu'il s'agissait bien d'un des assassins d'Élodie Kulik. Est-ce que vous avez eu besoin d'une autorisation spéciale, particulière, du ministère de la Justice? Alors en définitive, ce n'était pas interdit. Ce n'était pas autorisé non plus. Néanmoins, justement, pour, garantir la sécurité juridique du processus, nous avons recherché justement l'avis de la chancellerie, qui a été positif au final. Le temps de la réflexion a été pris, justement, pour ne pas hypothéquer, les chances de la tenue d'un procès en cas de réussite. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps d'ailleurs, mais ça n'a pas été fait sous le coup de l'émotion. Donc au final, cette réflexion a été menée, et puis en effet, même si il n'y a pas encore de cadre strict tel que le souhaiterait Maître Denis, oui. Voilà. Néanmoins, il n'y a rien qui est interdit non plus. Voilà, alors on va pas engager de débat plus long sur ce sujet, Maître Hervé Denis, mais on a compris évidemment votre point de vue, et qui est aussi le point de vue du défenseur, de quelqu'un qui est actuellement mis en examen. Il va falloir que cette instruction se fasse à charge et à décharge, bien sûr. Cet homme a... Si ça n'est pas révélé des éléments qui ne doivent pas être révélés au public, il admet en tout cas qu'il s'agit bien de son ADN. Même s'il dit ne pas se souvenir des agressions. On n'a pas. Je viens juste d'avoir accès au dossier. Je viens d'avoir recevoir la copie du dossier. Donc, pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier. Je veux examiner les expertises, celles qu'elles ont été faites, les résultats, et on y verra peut-être un peu plus clair d'ici quelques semaines. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire votre invité, à savoir que, bien entendu, moi, je suis tout à fait d'accord que cette recherche puisse être utilisée à charge comme à décharge. Moi, ce que je dis, c'est simple. Si le législateur autorise ce genre de choses, aucun problème. Il n'y a aucune difficulté à partir du moment où la loi le prescrit. La difficulté dans cette affaire, c'est comme l'a dit votre invité d'ailleurs, nous n'avions qu'un avis de la chancellerie. Je suis désolé, mais un avis de la chancellerie ne peut pas suppléer une loi s'agissant d'un fichier extrêmement sensible. Pardonnez-moi, mais on n'a pas à vous pardonner, vous êtes là pour vous exprimer. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire une pause dans cette émission, et puis on va revenir sur l'affaire Kulik, évidemment, avec un peu plus de précision parce que là aussi, ça n'a pas été un coup de baguette magique, évidemment. Ça a été un long travail qui a été effectué. Puis on entendra le témoignage de Jackie Kulik, donc le père d'Élodie Kulik, qui sera en direct avec nous dans un instant sur RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Nous allons maintenant parler de l'affaire Kulik, puisque pour la première fois en France, cette technique d'ADN en parentèle a été utilisée par mon invité, d'ailleurs le chef d'escadron, donc Emmanuel Pham Houaille, qui avait été enquêteur à la
section de recherche d'Amiens, donc en charge de l'affaire Kulik, et qui ensuite, dans le cadre de ses connaissances scientifiques, avait suggéré, comme il a dit tout à l'heure, qu'on utilise cette recherche en parentèle. Simplement, d'abord, je voudrais qu'on entende un document RTL qui date du mardi 15 janvier 2002. C'est quelques jours après qu'on ait été confronté à cette agression terrible dans laquelle Élodie Kulik avait perdu la vie. Nous sommes le 15 janvier donc dans RTL Soir, et Franck Moulin fait pour la rédaction le point sur les toutes premières hypothèses des enquêteurs après la découverte du corps d'Élodie Kulik 3 jours plus tôt dans une décharge de la commune de Tertry dans la Somme. La jeune banquière retrouvée assassinée a été victime de violences sexuelles. C'est une des certitudes établies par l'autopsie. Comme nous vous le révélions sur RTL dès 13h, la jeune femme a donc été violée. Son corps avait été retrouvé samedi matin en partie calciné à Tertry dans la Somme, le long d'un chemin qui mène à une petite décharge. La voiture de cette responsable d'agence bancaire avait été retrouvée, elle, vide, à côté d'une autre route à 6 km de là, un peu plus de 24 heures plus tôt, dans la nuit de jeudi à vendredi. La voiture avait quitté la chaussée et effectué plusieurs tonneaux. Voilà le mystère auquel sont confrontés les enquêteurs. En multipliant les analyses sur la voiture et sur les lieux de l'accident de la route qu'a eu la jeune fille, les gendarmes tentent de savoir si Élodie a eu un banal accident ou si on l'a délibérément poussée à perdre le contrôle de sa voiture. En poursuivant les expertises sur le corps de la jeune fille, ils cherchent à connaître avec certitude la cause exacte de la mort. Les enquêteurs aussi tentent de cerner la personnalité de la victime, une jeune et belle responsable d'agence bancaire, pour savoir si elle était susceptible d'avoir des ennemis. Il faut dire, Emmanuel Pham-Wai, que dans cette affaire-là, il y avait un autre élément terrible pour ceux qui l'ont entendu, c'est que cette jeune femme avait appelé les pompiers au secours pendant son agression, et que sur la bande magnétique de l'enregistrement des pompiers, on entendait plusieurs voix d'hommes, mais avec des difficultés énormes, évidemment, pour tenter de reconnaître une voix. Mais c'était des voix d'hommes qui avaient l'accent picard, on est en Picardie, très prononcé. Il y avait donc cet élément-là pour l'enquête, et il y avait des prélèvements qui avaient été faits donc sur les lieux. Comment arrivez-vous à l'un des assassins d'Élodie Kulik qui s'appelait Grégory Viard, je crois? Oui, alors bon, il sera jamais jugé, mais c'est vrai que c'est le suspect principal dans le dossier. Comment on y arrive? Tout d'abord, le facteur premier, c'est la famille Kulik, qui, comme vous le savez, a une histoire très tragique, qui avait déjà perdu 2 enfants une première fois et qui ensuite a décidé de refaire sa vie. Donc, je dirais, voilà, avec une 3e enfant qui a été assassinée, on a tout fait pour ses victimes, tout simplement. Ça a été le facteur de motivation. Ensuite, concrètement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était vraiment à partir de l'élément le plus objectif en termes de police scientifique, en l'occurrence ici ce profil génétique retrouvé sur la scène de crime, le faire parler davantage que ce qu'il pouvait à l'époque. Et alors là, bon, je dirais moi en tant que scientifique, j'ai commencé à faire mes recherches bibliographiques de mon côté, pour voir si on pouvait appliquer cette recherche en parentèle. Et dans le détail, en gros, je me suis rapproché du professeur Grégory Piquant, comme je le disais, pour avoir un point de vue contradictoire, mais également d'autres scientifiques américains, justement, pour bénéficier de leur expérience, de leur retour d'expérience, plus particulièrement en termes de recherche en parentèle. Donc c'est du travail de nuit, avec le décalage horaire, et puis après on compile pas mal de données scientifiques. Et ensuite, après, il y a tout cet aspect, comme je vous le disais, comme on fait le trait d'union entre l'enquête et le labo, sécuriser la procédure. Et là, on retombe, j'allais dire, sur le travail d'enquêteur et d'enquêteur de la gendarmerie. À savoir que, est-ce que c'est bien légal? Voilà. Parce que le but, c'est ne pas hypothéquer, comme je vous le disais tout à l'heure, les chances d'un procès. Ça pourrait être autorisé ensuite. Ça après, c'est un problème. Voilà, je veux dire, ça, c'est un autre débat qui nous dépasse. Ouais. Mais le but, c'était vraiment de ne pas hypothéquer le procès où la famille pourra avoir ses réponses. Et alors, quand vous passez cette partie d'ADN en parentèle dans le fichier FNAEG, ça vous donne accès à un profil génétique qui se trouve dans le FNAEG et qui est le père de la personne que vous cherchez. Voilà, alors en fait ce que je reçois, j'allais dire de la part du FNAEG, une fois que la recherche en parentèle a été effectuée, c'est donc différents profils génétiques triés selon leur ordre de pertinence scientifique. Et en fait moi je m'attache à ces caractéristiques scientifiques
pour justement voir si l'indication est bonne ou mauvaise. Et après, j'effectue des analyses complémentaires à partir justement du premier profil le plus scientifiquement pertinent qui m'est proposé. Et là, je me rends compte qu'on est sur 2 profils génétiques, celui issu de la scène de crime et celui appartenant à l'individu censé être apparenté, qui appartiennent à la même lignée paternelle. D'accord. Et là, après, donc, vous constatez que le fils de cet homme, en fait, est décédé 1 an avant, je crois. 1 an après, en tout cas, le meurtre, l'assassinat. Et son corps est exhumé, et on est sûr que c'était bien l'un des agresseurs. Alors, il faut dire que l'affaire est toujours en instruction, donc il y a des questions qu'on ne peut pas aborder ensemble, évidemment. Simplement savoir que l'étude ensuite de cette bande magnétique a amené à la mise en examen d'une autre personne qui se trouve actuellement en liberté, mais sous avec un bracelet électronique, etc. Que la voix de cet homme a été reconnue par un certain nombre de personnes, y compris d'ailleurs par lui-même, mais il est revenu sur sur cela. Donc on va pas épiloguer sur une affaire qui n'est pas terminée, et c'est évidemment ce que souhaite aboutir à la vérité Jackie Kulik, qui est en ligne, le père d'Élodie Kulik. Bonjour Jackie Kulik. Oui, bonjour M. Pradel. J'imagine, on évoque ce qui s'est passé à l'époque où cet ADN a été retrouvé. Pour vous, ça a été très très important, hein. Oh, tout à fait. Je me disais bien que avec l'ADN retrouvé, on retrouverait les coupables, hein, parce que on sait que c'est qu'il y avait plusieurs agresseurs. Oui. On sait qu'il y avait plusieurs agresseurs, voyez-vous, donc ça a été le départ de beaucoup d'espoir. Et bon, maintenant, je suis toujours là actuellement. On est toujours presque au même point, dirais-je, hein. Il faut savoir que l'enquête elle est clôturée, elle, depuis le 19 décembre 2014. Donc depuis plus d'1 an aujourd'hui. Oui. Et au niveau des avocats de la partie adverse, ils ont déposé le 21 juillet. Le 21 juillet, ils interviennent appel d'une décision de rejet concernant une demande d'expertise informatique de l'enregistrement de la garde à vue de Willy Bardon. Oui, c'est ça. Willy Bardon, qui est l'homme qui a été mis en cause, donc sur la base de l'analyse de la voix sur la fameuse cassette. Voilà. Et en fait, ça c'est un problème vraiment juridique, on va dire, lorsque on a voulu faire entendre la garde à vue qui avait été filmée de cet homme. Il n'y avait pas de son sur la bande, et donc non, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait une période où il manquait. Voilà. Alors, s'agit-il d'une panne, ou est-ce que cette panne aurait été intentionnelle? En gros, c'est un peu le point de vue des défenseurs de cet homme, mais ça va être réglé de toute façon. La justice va se prononcer là-dessus, et le procès devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2016, d'après ce que j'ai compris. Bon, j'aimerais qu'il le fût dans le courant de l'année 2016. Vous vous rendez compte, ça fait moi 14 ans que j'attends. Ouais. Hein, mais parce qu'il y a ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que à l'époque, la garde à vue qui s'est déroulée le 16 janvier 2013, un des avocats de Willy Bardon était présent, et qu'à l'époque, concernant les conditions de la garde à vue, il a émis aucune objection, aucune critique. Donc on voit bien que le but des avocats, c'est de faire retarder le procès au maximum. Et on terminera par là, Jackie Kulik, mais chaque année vous organisez une marche en mémoire de... Moi j'attends depuis 14 ans, c'est pourquoi j'organise une marche le dimanche 10 janvier à 14h30 qui va avoir lieu à Péronne. À Péronne, le 10 janvier à 14h30, et tout ça pour inviter la population et leur dire que Willy Bardon bénéficiera le 22 avril prochain d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire, évidemment, et qu'il sera donc il aura à nouveau le droit de sillonner les routes de la région. Alors, en tout cas, on ne peut que mettre des points de suspension en attendant les décisions judiciaires, mais on tenait à donner ce rendez-vous, donc dimanche 10 janvier 14h30 à Péronne, la marche en mémoire de votre fille Élodie Kulik. Merci beaucoup, Jackie Kulik. Merci infiniment. Je remercie évidemment mon confrère Florian Loisy du Parisien, avec qui on a parlé du violeur à la mobilette, et merci également à Emmanuel Famouaille, qui est le
chef du département biologie de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Un jour ou l'autre, d'ailleurs, on vous renverra une invitation en espérant que vous l'accepterez, parce qu'il y a encore des choses à dire sur d'autres recherches, mais on ne voulait pas tout mélanger aujourd'hui. Voilà. Oui, bien sûr. Écoutez, merci pour l'invitation, Jacques Pradel. L'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flament dans un instant.